Ceci est de l'image d'une femme ménopausée. En publiant cette photo, Linda Hardy, ancienne Miss France, mannequin, comédienne, maman, a tout simplement souhaité faire évoluer les consciences sur le tabou de la ménopause. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que finalement, arrivé à un certain âge, bon voilà, c'était un peu la fin. On était sur le déclin. Donc pour qu'on arrive à changer le regard de la société sur ces femmes qui avancent dans l'âge, cela va venir de chaque femme. Pour celles dont la plastique parfaite a souvent fait la une des magazines de mode, être pleinement femme est un combat de chaque instant. Je portais le poids d'être un peu « sois belle et tais-toi ». Ma chérie, t'es pas là pour penser, t'es là pour être belle. Linda Hardy n'a jamais transigé avec le mot liberté, même quand il s'agit de co-présenter une émission de télévision à forte audience, mais où elle ne se sent pas respectée. Et à partir du moment où on ne respecte pas mon travail, ça m'intéressait pas de rester là, j'estimais ne pas avoir ma place. Entre vous et moi, la ménopause attitude de Linda Hardy se conjugue dans son dernier livre, décomplexée, audacieuse, contagieuse, parfaitement imparfaite. J'ai eu envie de redonner confiance aux femmes. Je pense que l'important, c'est pas l'âge que l'on a, c'est qu'est-ce qu'on a encore envie de faire du reste de sa vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Entre vous et moi. Alors merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux. Vous nous faites un bien fou avec vos messages, vous ne pouvez pas savoir. Alors évidemment, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos, nos invités sur la chaîne YouTube, mais évidemment également en podcast sur vos plateformes préférées. Bonjour Linda Hardy. Bonjour. Joie de vous. Question. On se connaît pas bien. Ouais. Et moi, je suis un peu de la vieille école. Vous. Moi, j'aime bien le vous. Si peut-être qu'au fur et à mesure, Exactement. le tu viendra. Alors vous. C'est peut-être l'âge, hein. Je suis peut-être un peu has-been. Non, ou c'est peut-être une protection naturelle aussi. Voilà. Oui, aussi, Donc, c'est ça, puisque maintenant, on a quand même beaucoup de proximité avec les gens tout le temps. exactement. Et donc, c'est une manière aussi de... Pour moi, c'est vraiment une forme de respect. Alors, Linda Hardy, vous, toi, moi, je vais essayer de garder le vous parce que je zappe souvent. Tu me reprendras. Non, même pas. Linda Hardy, ancienne Miss France, Mm. mannequin également, comédienne, et j'allais dire surtout maman aussi. Oui. Parce que c'est un boulot à plein temps. Oui. Vous m'avez contacté, vous m'avez envoyé un petit message, je m'en souviens très bien. Dominique, j'adore vos interviews. D'ailleurs, je t'ai pas dit tu. Non. Et là, tu viens de me dire tu. Non, d'ailleurs, je ne t'ai pas dit tu Ouais. à ce moment-là. Oui, je ne vous ai pas dit tu. Tu m'as dit je ne t'ai pas dit tu. Tu vois? Écoute, voilà, donc ça veut dire que ça commence à bien se passer entre nous. Et on est au bout de 4 secondes, quoi. On est bien. Oui, c'est ça. Donc, vous m'avez dit j'adore vos interviews. Oui. Qu'est-ce qui a fait que cette conversation-là vous a attiré? En fait, j'ai vu cette interview de Delphine Vespizer. Vespizer. Delphine, c'est quelqu'un qui à la fois se dévoile, mais garde toujours beaucoup de pudeur. Ouais. Et j'ai aimé ce qu'elle a raconté. J'ai aimé la manière dont, avec votre bienveillance, votre douceur, vous avez su l'accompagner, l'écouter, la soutenir. Et ça, c'est quelque chose qui se perd en interview. Je regrette souvent que les journalistes restent un peu en superficie. Moi, j'aime la profondeur des choses. Et donc, quand je décèle, notamment au travers d'une interview, de l'authenticité, en fait, ça me touche. Donc, ça m'a attirée vers vous. Mon message, c'était vraiment de vous féliciter. Et ce à quoi vous m'avez répondu, mais la porte est ouverte si vous avez envie. Mais voilà, c'était aussi de vous féliciter de votre travail qui, je pense, est de plus en plus rare aujourd'hui. Merci. Merci du cœur parce que c'est en effet quelque chose qui, pour moi, en tous les cas, résonne très fort. Ça se sent. L'authenticité et l'humanité. Voilà. Audrey Hepburn a dit un jour « L'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais ». Vous êtes, à mon avis, l'incarnation de l'élégance.
Voilà. Et je trouve que ce dont nous allons parler, puisque nous allons parler des femmes qui vieillissent, des femmes ménopausées, des femmes qui vont débuter le début du reste de leur vie, c'est ce que j'aime à penser, les femmes de 50 ans, eh bien, la beauté finalement, c'est ça, c'est ce que vous renvoyez d'élégance et de soleil. Née le 11 octobre 1973 à Nantes, Loire-Atlantique. L'âge, c'est un souci? 51? Ouais. Vous le cachez ou pas? Jamais. Ok. Jamais, même en tant que comédienne. Bah, alors pour moi, en plus, je pense que même si j'avais eu envie de le cacher à un moment donné, j'aurais pas pu parce qu'en fait, sur Wikipédia, j'ai été élue Miss France en 92. Malheureusement, c'est à vie et je pourrais jamais mentir sur mon âge. J'ai le sentiment, voilà, de vieillir élégamment. Et en fait, c'est pas un souci pour moi. Enfin, l'âge, ça représente pas grand-chose. Je connais des gens jeunes qui sont particulièrement vieux dans leur tête. Oui. Je connais des gens plus âgés qui sont très jeunes. Et je pense que l'important, c'est pas l'âge que l'on a, c'est qu'est-ce qu'on a encore envie de faire du reste de sa vie. Est-ce que tu as grandi en Bretagne ou à Nantes J'ai grandi à Nantes Ouais. jusqu'à mes 18 ans, D'accord. jusqu'au moment où j'ai été élue Miss France. Papa, comment s'appelle-t-il? Joël. Et que fait papa? Que faisait-il? Papa était, alors, sa profession, il est bien sûr toujours parmi nous, coiffeur À Nantes. à Nantes. Voilà, il avait un salon de coiffure à Nantes. Et maman? Et maman travaillait, était cadre à la sécurité sociale. Et son prénom? Sylviane. Frère, sœur? Un frère, Sylvain, Sylvain. qui a 4 ans de moins que moi. Famille aimante, réconfortante, unie? Oui, j'ai une famille qui m'a toujours soutenue. Un enfant, la seule chose dont il a vraiment besoin, c'est ça. C'est d'être soutenu, c'est de l'amour, c'est de se sentir épaulé, accompagné. J'ai des parents qui étaient là tous les soirs. Je crois n'avoir quasiment pas connu de baby-sitter. Je le dis, ça peut paraître anodin, mais pour moi, ça ne l'est pas. Donc, ils ont été là tout le temps. Et quel genre de petite fille étiez-vous? Solitaire, extravertie, timide ou pas? Alors, j'étais assez extravertie, très joyeuse. J'aimais bien faire le show. J'ai des souvenirs de vacances au camping où, en fait, très très jeune, je crois que j'avais 4-5 ans, en fait, je réunissais les gens du camping le soir pour faire un spectacle. Donc ça veut déjà dire quelque chose. Très studieuse dans les études, très respectueuse de l'autorité, un peu faillotte à l'école, aimant être aimée, travaillant beaucoup pour certainement chercher une forme de reconnaissance dans les yeux de mes professeurs, sans doute de mes parents également. Et j'ai toujours été assez perfectionniste, exigeante, et je pense que ça répond à un besoin d'amour. Un besoin d'amour qui était présent, mais peut-être pas assez dit, montré? Je sais pas, je pense pas que ça soit ça. Mes parents m'ont toujours dit qu'ils m'aimaient. C'est quelque chose qui est encore un peu flou dans mon parcours d'être humain. Moi, je crois aussi beaucoup dans les vies antérieures. Je pense que on peut, tant qu'on n'a pas, on va dire, fait le tour de la question et réglé ses blessures, je pense qu'on revient. Donc, je pense que les blessures que l'on a dans cette vie n'appartiennent pas forcément à cette vie, parfois à une autre. En tout cas, j'ai cette ouverture. Je suis quelqu'un qui essaie de comprendre. Je sais ce dont j'ai besoin, mais je ne vais pas non plus tout décortiquer. Dire que, par exemple, j'ai très peu consulté de psy. Je pense que la vie nous amène là où elle doit nous amener, nous fait vivre les épreuves que l'on doit traverser. Que tout ça a beaucoup de sens.
Élève studieuse, bonne élève? Ouais, bonne élève. Ouais, première de la classe, quoi. Ouais, à tel point que quand j'avais, je me rappelle, j'étais en CE1, CE2, on était une dizaine à être à peu près toujours au même niveau. On se partageait les premières places et en fait, moi, j'avais un cahier, j'avais les notes de chacun. Enfin, en tout cas, les 10 premiers, parce que les autres ne m'intéressaient pas trop. J'étais pas pote avec eux non plus, parce que je sais pas pourquoi, vous voyez, c'est très étrange. Hein. Et en fait, par exemple, quand il restait, on appelle ça des compositions à l'école, il en restait genre 2 ou 3. Et donc à la fin, on savait qui par trimestre, par exemple, était premier ou première de la classe. Donc en fait, je savais exactement ce qu'il fallait que j'ai comme note pour pouvoir passer devant un tel ou un tel ou un tel. Il y avait un vrai truc d'être la première. Et ce n'était pas toujours le cas. Hein. Ouais. Alors c'est intéressant, hein, sans faire de la psycho à 2 €, comme on dit. Ça veut dire quoi? C'était un esprit de compétition ou c'était, par rapport à toi, une exigence d'être dans la perfection ou de viser cette perfection déjà? Je pense que c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, je ne suis pas une grande compétitrice. Ouais. Je suis dans l'exigence. Je suis dans une forme d'exigence, une forme d'envie de perfection qui parfois m'emprisonne. La recherche de la perfection, c'est une prison. Forcément, à mon sens. Parce que ça n'existe pas. Donc en fait, on se rend malheureux soi, on rend malheureux les autres. Je pense que c'était important pour moi d'apparaître comme étant travailleuse, courageuse, engagée. Je pense qu'en fait, c'était important pour moi de ressentir ça. Et quand j'avais 15 sur 20, je pleurais. J'étais triste. Ça faisait résonner quelque chose en moi de pas génial. Et quand tu y penses, ça t'a poursuivi pas mal de temps? J'ai dit tu, hein, ça y est, c'est parti. Ça t'a poursuivi assez longtemps, puisque tu as participé après à différents concours, y compris le concours Miss France que tu as gagné. Donc ça veut dire que ça a été un état d'esprit que tu as traîné, j'allais dire, très longtemps. Alors en fait, ma première participation à une élection, ça se fait de manière assez fortuite. Il n'y avait pas à ce moment-là de réelle volonté de participer à un concours de beauté. Je regardais les élections de Miss France, j'aimais ça, mais je ne me projetais pas comme une jeune femme qui deviendrait un jour Miss France. Parce que j'étais à fond dans les études, je voulais devenir pédiatre. Ouais. J'avais donc fait un bac C et à la fin, j'étais beaucoup moins bonne élève que je l'étais avant. Mais je me battais jusqu'au bout alors que j'étais ni douée ni pour les maths ni pour la physique, mais je me suis battue jusqu'au bout pour avoir ce bac qui me permettrait après de faire des études de médecine que je n'ai pas fait évidemment. Mais pour Miss France, c'était encore... J'ai fait ce premier concours et je me suis Miss Loire-Atlantique et je me suis un peu prise au jeu. C'est-à-dire que quand j'ai vu que derrière, j'avais cette deuxième élection qui permettrait potentiellement d'aller à l'élection de Miss France, le challenge m'a plu. Pourquoi? Il y a toujours chez moi, ce qui est très fort, c'est l'importance du processus. En fait, le résultat final, souvent, m'intéresse assez peu, mais le chemin me plaît beaucoup. Donc, par exemple, j'ai été élue Miss Loire-Atlantique le jour de l'anniversaire de ma maman, le 15 juin 1991. Le lendemain, je passais mon bac C, un bac S maintenant. Je n'avais qu'une angoisse, c'était de ne pas avoir mon bac. Parce que je me suis dit, à ce moment-là, je ne serais qu'une reine de beauté, voilà, qui n'est pas foutue d'avoir son bac. Et le 2 juillet, il y avait les résultats. J'ai eu mon bac. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est fait. Maintenant, j'ai un objectif. C'est Miss Pays de Loire. J'avais quelques kilos en trop. Et là, je suis partie en mode machine de guerre. Et je me suis dit, je vais m'offrir cette opportunité.
d'aller à l'élection de Miss France. J'ai quand même pris la première fois le train de ma vie pour aller à l'élection de Miss France, pour rejoindre les autres candidates. Voilà, il y avait quelque chose certainement du domaine de l'extraordinaire, du domaine de vivre une expérience unique. Et ma vie, ça a été quand même souvent ça. C'est-à-dire que je pense que je suis une femme de challenge et que c'est important pour moi de me sentir stimulée à travers différentes expériences. Tu dis « seul le chemin importe ». Si, évidemment, c'est facile de reposer la question dans ce sens-là, mais si jamais tu avais échoué à Miss France. J'aurais pas échoué puisque c'était une expérience. Vraiment? Ah oui. Ok. Bah moi, pour moi, ça n'aurait pas été un échec puisqu'en fait, de toute façon, on était 46 à l'époque, on était vraiment très nombreuses et on ne peut pas partir à l'élection de Miss France en se disant c'est moi qui vais gagner. La petite fille qui cochait pour être la première et Non, savoir ce qu'il non, fallait pour être la première de non, classe, là, non. ouais. Non, pas du tout. En fait, il y a toujours vraiment ce truc de donner le meilleur de moi-même. Donc, par exemple, j'ai un souvenir, en revanche, pendant l'élection, quand j'étais dans les 5 dernières, on nous a à chacune posé une question. Et je pense avoir bien répondu. Et j'étais fière de ça. Et j'écoutais les autres candidates et je me disais, toi non, toi non, toi non plus. Donc il y avait ce truc un peu comme quand j'étais petite et que je me disais, non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. J'aurais été mal à l'aise d'avoir été Miss France en ayant mal répondu aux questions qu'on me posait. À quelle question tu fais allusion là? Moi, on m'avait demandé, si l'on vous demandait de faire un travail uniquement basé sur votre physique, l'accepteriez-vous? Et j'ai répondu exactement l'inverse de ce que j'ai fait. Parce que je connaissais les enjeux. Mais j'avais cette maturité de me dire, je vais répondre ce qu'on attend que je réponde. Donc c'était j'ai répondu qu'on ne pouvait pas tout ramener à un physique, que d'ailleurs, pour devenir Miss France, c'est vrai qu'il fallait être jolie, mais qu'on nous demandait aussi d'avoir un certain nombre de facultés intellectuelles, de qualités morales. J'avais adapté ma réponse à ce que un jury avait potentiellement envie d'entendre, mais en même temps, c'est aussi une réalité de ma vie, c'est-à-dire j'ai toujours refusé d'être cantonnée uniquement à un physique. Comment as-tu accueilli la couronne de Miss France, être la plus belle femme de France? Cela signifiait quoi pour toi à ce moment-là? Je me suis jamais considérée comme la plus belle. Je me suis considérée comme une ambassadrice et comme une jeune fille qui partait à l'aventure. Mais pour moi, la beauté, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est hyper banal ce que je vais dire, mais les gens ne sont beaux que de ce qu'ils sont à l'intérieur. Ça ouvre quelques portes. Ça ouvre des portes, bien sûr, et ça m'en a ouvert beaucoup. Ouais. Bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Donc, jolie à l'extérieur, intelligente à l'intérieur, tu vas découvrir le milieu du mannequinat. Qu'est-ce que tu souhaitais justement porter haut comme message quand tu défilais? Alors vraiment, à ce moment-là, je gagne ma vie. Sois belle et tais-toi. Ah bah oui, enfin, je gagne ma vie, je voyage à travers le monde, je fais des rencontres sublimes. J'ai une chance énorme que je mesure, mais je ne porte pas de message. Je suis une jeune fille qui a été Miss France, à qui on a offert une opportunité, qui était celle de voyager, de partir à la rencontre d'autres cultures et de très bien gagner sa vie. Mais donc c'est difficile. Je l'ai fait avec sérieux. Ouais. Je l'ai fait avec sérieux, toujours. Et il y a eu un moment où, en revanche, je portais le poids d'être un peu sois belle et tais-toi. Ouais. Et je l'ai parfois raconté. Je faisais beaucoup de magazines, de mode, beaucoup de pubs télé.
beaucoup de catalogues, assez peu de défilés parce que je suis grande, mais je ne vais pas à 1,80 m. Donc j'en ai fait, mais peu. Et un jour, lors d'un shooting photo, j'avais quelque chose à dire par rapport à un vêtement, par rapport à la manière dont les choses étaient mises, etc. Et j'ai dit, ah oui, je pense que... Et la rédactrice à l'époque m'a répondu, ma chérie, t'es pas là pour penser, t'es là pour être belle. Et j'avais 26 ans. Et là, en fait, il y a eu une espèce de déclic et je me suis dit, bah non, en fait. Moi, ça m'avait affectée. Alors qu'en réalité, ça n'aurait pas dû m'affecter. Et je pense que la vraie force, c'est de ne pas être affectée par ça. Mais moi, ça m'a affectée parce que certainement, j'arrivais à un moment où j'étais sans doute au bout de naître ce que je pensais qu'une image aux yeux des gens, que j'avais envie de plus. Les femmes ont été dures envers toi? J'ai un peu la mémoire sélective. Et en fait, j'oublie. Alors oui, quand même. sans doute. Mais pas plus que je pense n'importe quelle autre femme. Ouais. En fait, c'est pas spécialement les femmes ou les hommes, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai souffert qu'on ne voit pas au-delà de l'image. Et en plus, ça a été marrant parce que même quand je faisais du mannequinat, on me voyait beaucoup comme une personnalité un peu sombre, enfin sombre dans le sens un peu ténébreuse, glamour. Vous savez, toutes ces femmes qui sont brunes et qui dégagent une certaine aura, un certain mystère. Je suis tout sauf quelqu'un de mystérieux. Je suis un livre ouvert. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure, et je pense que c'est de ça dont j'ai voulu me sortir, c'est que petit à petit, j'ai toujours eu une image très inaccessible, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et en fait, je souffrais de ça, c'est-à-dire que vraiment, les gens s'étaient fait une image de moi, mais à l'opposé de ce que je suis réellement. Et je pense qu'il y a un moment où je me suis dit, mais c'est pas possible d'être autant à côté de la plaque. C'est pas possible que... Et c'est pareil dans tous les domaines. C'est lourd à porter à un moment donné d'être cette espèce d'icône mystérieuse, inaccessible, alors qu'en fait vous êtes ni une icône, ni mystérieuse, ni inaccessible. Donc je pense que relativement tôt, il y a eu à un moment donné cette espèce de sursaut, de besoin, de vérité, d'authenticité, et que l'on me voit au maximum tel que je suis réellement, parce qu'au final je suis... Il y a aucune, c'est pas péjoratif, je suis une petite provinciale qui a un parcours un peu extraordinaire, mais rien de plus. Est-ce que tu as confiance en toi? Pas pour tout, mais globalement, oui. En tout cas, je suis portée par des convictions fortes. Et c'est ça qui me donne confiance en moi. Et quand Linda Hardy se regarde dans un miroir, est-ce qu'elle est capable de se dire « je me trouve belle ». Oui. Pas toujours, pas tous les matins, pas tous les soirs. En fait, je me trouve belle, oui, je suis capable de dire « je me trouve belle » pour la personne que je suis à l'intérieur. Je sais que je suis une belle personne. Et par contre, physiquement, il y a des jours où je me trouve pas mal et des jours où je me trouve pas canon du tout. Et donc ça varie. Tu viens d'évoquer ce sursaut. Ce sursaut, je l'ai eu plutôt dans les années 2000. J'ai fait un passage éclair à la télévision. Et là, à nouveau, on a essayé de me faire endosser le rôle d'une femme que je ne suis pas. Alors tu évoques ton passage dans l'émission de Thierry Ardisson. Voilà, donc je suis toujours pareil, avec des convictions assez fortes. À un moment donné, j'ai dit ça suffit, c'est bon, je m'en vais. L'émission Tout le monde en parle sur France 2. Thierry Ardisson te demande de l'accompagner en co-présentation. Et tu parles d'un moment difficile. Tu parles de cette femme potiche
tu as l'impression de représenter? Bah, en fait, je parle surtout de cette femme qui travaille dur pour préparer de jolies interviews, qui s'intéresse à ses invités, qui va chercher, qui bosse, qui bosse, qui bosse, et qui au final, une fois que c'est monté, en fait, c'est pas. Je pense que ce qui me blessait, c'était pas l'image que l'on voulait donner de moi, c'est le non-respect du travail. C'est le non-respect du cœur que je mettais à faire les choses, de l'exigence que je mettais à vouloir faire de belles interviews, comprendre les invités, dans ce souci d'humanité aussi et d'authenticité. C'est ça qui me blessait. C'est le fait qu'on ne respecte pas mon travail. Et à partir du moment où on ne respecte pas mon travail, ça ne m'intéressait pas de rester là. J'estimais ne pas avoir ma place. Puis on est allé jusqu'à la dernière émission un jour, quelque chose qui justement, enfin qui serait lunaire aujourd'hui, où tout le monde crierait au scandale. On m'a demandé de passer sous la table pour tirer les rois. Donc il y a un moment quand on a juste envie de se respecter un minimum en tant que femme. Non, je ne l'ai pas fait évidemment, j'ai dit non. Il n'y avait pas de cas que je reste assise dans ce fauteuil qui vraiment me correspondait pas du tout. À l'époque, et tu n'en fais pas mystère, tu es en couple avec l'animateur et producteur Jean-Luc Delarue, dont tu es amoureuse. Oui. Quand je travaillais avec Thierry, c'était Jean-Luc Delarue qui me coachait. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit « Jean-Luc, j'en peux plus, je dois partir parce que c'est juste tellement pas moi, ce qu'on montre de moi. » Qu'a-t-il répondu ? Il m'a répondu « Tu peux pas partir ». Il m'a dit « Tu peux pas partir, vous faites 39% de part de marché le samedi soir, tu fais des couves de magazines, on est au mois de décembre, tu as démarré en septembre. Tu peux pas partir. » Alors, c'est ton amoureux et en plus... Ah non, c'était plus mon amoureux à l'époque. D'accord. On a eu cette histoire ensemble, c'était 3-4 ans auparavant. Au moment où Jean-Luc me coach, où on regarde les émissions ensemble, où il me dit ça va pas, ça va pas, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, etc. On n'est plus ensemble. Mais on est amis et donc on se parle. Et quand je lui dis je dois partir. Je dois partir, je ne peux pas rester là. C'est mon Dieu, c'est tellement pas moi, cette image que l'on montre de moi. Il m'a dit, mais tu peux pas. Je dis, ah bon? Il m'a dit, bah non, tu peux pas. Il m'a dit, personne ne fait ça. Personne ne part. Personne ne part en ayant, avec 39% de part de marché, avec une visibilité aussi importante dans une émission qui est tellement regardée, qui est une espèce de référence à ce moment-là. Je lui dis, mais tu sais, moi je m'en fous de la référence, je m'en fous des couvertures de magazines, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me réveiller le matin et d'être heureuse. Et donc là, je ne suis pas heureuse, donc je vais partir. Tu ne l'as pas écouté? Non. Et ça avait beau être Jean-Luc Delarue avec tout le succès qu'il avait, tout ses fulgurances, son intelligence. Et je suis partie, oui. Je suis partie parce que si je suis mal, personne ne peut me retenir. Tu n'es pas alignée? Je n'appartiens à personne. Et tu en as parlé à Thierry Ardisson? C'est pas... Oui, à l'époque, j'en ai parlé. J'ai prévenu que j'étais mal, qu'on n'allait pas pouvoir continuer dans cette direction-là. Mais j'ai pas été écoutée parce que sans doute que j'avais pas bien compris à la base pourquoi on m'avait fait venir. Donc voilà. Il n'y a pas de... Je me suis trompée de route à ce moment-là. Et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas mon chemin. Et donc j'ai pris la bande d'arrêt d'urgence. Tu te rends compte, aussi jeune, Miss France, une émission télé, pas avec n'importe qui, Ardisson, une histoire d'amour avec Delarue. Tu te rends compte à ce moment-là que
ton destin est atypique? On ne voit jamais les choses de cette manière-là. En fait, je pense que quand on vit les choses... moi, je ne suis pas spectatrice de ma vie. Donc, je ne suis pas là à me dire... Oh, si, je peux être reconnaissante pour ce que je fais. Je peux me rendre compte que j'ai un chemin qui est différent de beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on a une vie atypique, c'est pas parce qu'on vit des choses extraordinaires qu'on en est protégé des épreuves de la vie. Souvent, les gens confondent notoriété, richesse parfois, avec bonheur. Ça n'a strictement rien à voir. Et heureusement, j'ai envie de dire. Bien sûr que quand on est dans un confort de vie, c'est plus facile, mentalement, psychologiquement. Mais voilà, on est à l'abri de rien, quel que soit d'où l'on vient, quel que soit son parcours, on est à l'abri de rien. Donc oui, j'ai conscience d'avoir eu beaucoup de vie, et surtout ce que ça m'apporte, en tout cas ce que j'ai conscience, c'est que toutes ces expériences de vie très riches, parfois des épreuves plus difficiles, m'ont guidée vers celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont je suis le plus reconnaissante, c'est ça. C'est de m'avoir offert cette richesse d'expérience qui fait que peut-être j'avance un peu plus vite que les autres sur le chemin de la vie. Parce qu'en fait, pour grandir, il faut vivre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quel regard tu poses aujourd'hui sur le destin aussi extraordinaire d'un de la rue quand il pense? Il a vécu son chemin. Il a vécu son chemin. On a tous nos démons, on a tous nos bonnes fées, nos anges. Et on prend le chemin, je pense, qui est le nôtre. Même si on pense souvent l'inverse, même si aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à croire dans leur destin, parce que c'est difficile, parce qu'on vit des périodes un peu troubles. Je pense quand même qu'on est relativement maître. Il y a une part de moi qui pense qu'on est quand même aussi maître de sa destinée. Donc Jean-Luc a eu la vie qui lui était destinée, avec des choses magnifiques et d'autres moins, comme tout à chacun. Et qu'il a choisi. Bien sûr. Donc tu pars aux États-Unis apprendre à jouer. C'était incroyable, j'imagine, ce moment-là. En fait. Alors, j'avais déjà... on était dans les années 2005. J'avais démarré déjà, j'avais déjà fait pas mal de choses. J'avais tourné H avec Jamel Eric et Ramzy, j'étais montée sur les plans, j'avais déjà fait pas mal de séries pour TF1, notamment France 3. Et oui, j'ai eu envie de partir, parce que j'avais envie d'autre chose, et puis aussi parce que j'ai été très proche à un moment donné sur un gros rôle, sur un gros film aux États-Unis. J'étais dans les 2 dernières. Pendant longtemps, on a cru que c'était moi qui allais avoir le rôle. Mon agent avait même été appelé pour dire que c'était moi, et à la dernière minute, il s'est passé quelque chose et ça n'était plus moi. Tu m'en dis trop là. C'était quel film? Da Vinci Code, avec Tom Hanks. Waouh. Ouais. Comme quoi, la vie, elle est drôle, parce que en fait, vraiment... Je l'ai su récemment. Un jour, je rencontre mon ancien agent, et lors d'une soirée, il me dit « Ah là là, Linda, cette histoire... » Da Vinci Code, c'était fou. Alors je dis « Bah oui, mais enfin, je dis bon, c'est notre vie. » Mais il me dit « Mais tu sais qu'en fait, on nous a appelés à un moment donné pour nous dire que c'était toi. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui. » Qu'est-ce qui s'est passé après? Et voilà. Et la même année, j'ai eu 3 rôles comme ça. Qui te sont passés sous le nez? 3 fois où on m'a dit que c'était moi, et 3 fois où ça n'a pas été moi. Comme quoi, la vie est folle, parce que la vérité, c'est qu'il y a des choses qui peuvent changer votre vie. Ouais.
De la même manière que d'être élue Miss France, ça change une destinée. Quel que soit on va dire, le succès du film, faire le Da Vinci Code avec Ron Howard en réalisateur et Tom Hanks comme partenaire, ça change une vie. C'est pas celle qui a été décidée pour moi. Comment tu regardes ça aujourd'hui? Peut-être à l'époque, échec ou pas échec? Désillusion ou pas? Bah, tristesse de s'être beaucoup investie et un peu d'incompréhension parfois parce que j'ai souvenir que quand la production est venue à Paris pour filmer, parce qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient aussi à Paris, le producteur, Brian Grazer, a demandé à me voir. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Celle qui a fait les meilleurs essais, c'est toi. Celle qui méritait d'avoir le rôle, c'est toi. Mais on a fait un choix commercial. » Donc on m'expliquait que finalement, toute l'énergie que j'avais mis, tout le travail que j'avais fourni, tout le talent que j'avais pu à un moment donné, toute ma sensibilité d'actrice que j'ai mis à disposition à ce moment-là, bah, c'était pas suffisant. Qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi, qui était donc là le plus lié au côté bankable, au pouvoir, à l'argent, qui décidait. Et que c'était ça qui décidait à ce moment-là. Donc oui, c'est dur. C'est dur parce que quand on fait ce métier, qui est un métier de créativité, d'émotion, où on est vraiment tout, voilà, dans ce que l'on est profondément et que finalement la décision est une décision politique, ben, c'est un petit peu dur parce que c'est des moments où le métier peut perdre un petit peu de son charme, mais en même temps, ce que j'ai vécu moi à ce moment-là et 2 autres fois la même année, c'est le quotidien de tous les comédiens et il y a tellement de comédiens qui mériteraient d'être dans la lumière et qui ne le sont pas pour des raisons similaires à celle-là. Et moi, j'ai quand même eu la chance aussi. Je sais qu'aussi, il y a plein de moments certainement où parce que par ma notoriété ou par mon parcours de Miss France, j'ai sans doute aussi à d'autres moments pris la place de gens plus talentueux. On n'est pas dans un monde de bisounours comme on dit et on va dire que ça s'équilibre. Mais c'est troublant de voir que des choses qui vraiment auraient pu changer votre destin ne vous seront pas offertes. Mais parfois quand je regarde l'élection de Miss France et quand je vois la première dauphine, je me dis waouh, elle passait à ça. Et la vie lui a dit non, cette expérience-là, elle n'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu en tires comme peut-être leçon de vie, les choses qui ne nous appartiennent pas, puisque ça ne t'appartient pas, ça a été choisi ainsi. Comment toi tu les accueilles? Est-ce que ça a changé ta manière de vivre aujourd'hui, de penser, ou est-ce que justement est-ce que ça a infusé quelque chose ou une philosophie de vie qui fait qu'aujourd'hui tu prends ce qui est là et tu lâches prise sur ce que tu ne peux pas maîtriser? Alors, tant que je ne peux pas maîtriser, oui, maintenant, j'essaye de lâcher prise. C'est-à-dire que même, par exemple, avant, je parle dans ma vie professionnelle, je faisais des essais, je m'accrochais à ça. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Maintenant, je suis dans le moment présent, je fais ce que j'ai à faire et j'oublie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des envies, etc. Mais en fait, j'ai réalisé à un moment donné qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne nous appartiennent pas et qu'en fait, de vouloir contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable, en fait, ça ne sert à rien. Si ce n'est que de se mettre dans une forme de mal-être, d'attente. Mais à côté de ça, tout ce que je peux contrôler, je le contrôle. Je le contrôle. Parce que j'aime que les choses soient bien faites. Et que j'ai du mal, j'ai cette exigence très forte. Alors bien faite, en plus, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que est-ce que c'est bien fait ou est-ce que c'est, si je suis honnête avec moi-même, est-ce que c'est fait comme j'ai envie que ça soit fait? Il y a une nuance entre les deux, mais je me bats un peu avec ça quand même, hein, avec ce côté d'avoir envie
de contrôler les choses et d'être sûre que ça va être fait comme j'ai envie que ça soit fait. Tout comme le temps qui passe. J'ai moins de mal avec le temps qui passe. Quand tu évoques ton incompréhension, ta déception, est-ce que à ce moment-là, tu te sens légitime en tant qu'actrice? Est-ce que ça t'affecte particulièrement sur ce que tu apportes, ce que tu appelles ton talent? D'ailleurs, tu fais ça avec tes doigts, c'est du talent, c'est ton talent. C'est intéressant que tu les mettes entre guillemets. Est-ce que tu as été affectée à ce moment-là en se disant c'est pas ma route? En fait, je ne suis pas une bonne actrice, peut-être. Non, alors je dis talent parce que pour moi, le talent, c'est du travail. Oui. C'est pour ça que je le mets entre guillemets. Ça ne Très remet pas en cause J'espère. mon travail d'actrice. Mais on parle souvent de talent. Mais talent, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans quelques domaines que ce soit d'ailleurs. Oui, alors je me suis longtemps sentie illégitime. Illégitime? Oui, un petit côté imposteur. Mais ça, je sais aujourd'hui que c'était vraiment lié à le fait pendant longtemps de ne pas être reconnue pour qui j'étais, en tant que femme ou en tant qu'être humain de manière globale. Et je me souviens, j'ai toujours eu du mal à aller dans des soirées, à rencontrer des gens de mon métier, parce que je me suis toujours dit oh, qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai toujours eu peur d'avoir l'air conne. Aussi parce que dans ma famille, on n'a pas été élevé du tout avec le cinéma. J'ai dû voir 3 films au cinéma jusqu'à l'âge de 18 ans. On était vraiment dans cette culture de la télévision, où il y avait quand même beaucoup moins de choses que maintenant. Donc j'avais toujours l'impression de ne pas être tout à fait à ma place, qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs qui avaient fait des cours, qui étaient plus légitimes, qui étaient plus intéressants, qui avaient des choses à raconter. Et en fait, c'est le fait dans ma vie d'avoir vécu plusieurs vies, d'avoir été dans différents endroits, de m'être confrontée à l'inconfort, d'avoir réalisé quelle était ma puissance en tant que femme, ma force intérieure. Et alors aujourd'hui, j'ai plus du tout ces questionnements. Et étrangement, maintenant que je ne l'ai plus, les gens viennent vers moi. C'est eux qui viennent vers moi. Donc voilà, je pense que là, il y a quelque chose qui s'est quand même guéri. Alors au cinéma, hein, la petite nana qui doute, elle enchaîne quand même les rôles avec des réalisateurs comme Alexandre Arcadi, Francis Huster. Elle joue aux côtés de Pierre Arditi, Mathilde Amé, Antoine Decaune, Michael Youn dans Tu peux garder un secret. Et puis avec Jean-Paul Belmondo. Nilsa Restrup. Tu peux m'expliquer? Charlotte Rampling. Non mais c'est... Jamel Debbouze. Non mais... Tu te rends compte? Oui, ça, je me rends compte à un moment donné quand même, je me dis, waouh. Ok, tu me rassures. Arditi, Restrup, Charlotte Rampling. Oui, je me dis quand même, j'ai beaucoup de chance. Ouais. Mais surtout là où j'ai eu la chance, au-delà des partenaires, c'est que quand même, on m'a offert des rôles forts, des rôles puissants, où j'avais des choses à jouer. Et donc ça, malgré le fait que pendant longtemps, je ne me suis pas sentie légitime, j'avais pourtant, en tout cas dans les rôles que l'on m'a offerts, toutes les raisons de me sentir légitime puisqu'on me faisait confiance. Ce très beau rôle dans lequel tu joues dans Immortel, un film de science-fiction d'Enki Bilal, avec Charlotte Rampling. Là, tu te dis quoi? C'est un cadeau? C'est parti? Je me dis pas c'est parti parce que là... Parce qu'en fait, dans ce métier, en fait, c'est jamais parti. Ouais. Tout est un éternel recommencement. Et il faut jamais ni crier victoire, ni être trop prétentieux. Je me dis que j'ai une chance énorme. J'ai une grande admiration et un grand respect pour Enki Bilal, qui s'est battue jusqu'au bout pour que ce soit moi son actrice dans ce film. Puisque au-dessus, on avait envie d'une actrice confirmée, connue, reconnue,
avec une grosse notoriété. La chance que j'ai eue à ce moment-là, contrairement aux autres fois, c'est que je devais interpréter un personnage existant et que la ressemblance physique était hyper troublante et que Enki voulait justement que le public voit le personnage de BD et non pas l'actrice. Et si ce personnage avait été offert à une autre actrice plus connue, sans doute qu'elle aurait vampirisé le rôle. Et c'est exactement ce qu'il ne voulait pas. Ouais. Mais même si c'est pas quelque chose dont on a beaucoup parlé, parce que c'est quelqu'un qui se bat dans l'ombre et qui a beaucoup de pudeur, je pense qu'il a dû batailler dur. Il a dû batailler dur, et moi, après, j'ai fait le job que j'avais à faire. Essayer d'être au minimum à la hauteur du cadeau qui m'avait été offert. Je ne le voyais pas autrement. Enfin, c'était un film à 20 millions d'euros, être tête d'affiche, c'était inespéré pour une jeune actrice comme moi. Ça, c'est côté lumière, le théâtre, la télévision, le cinéma, côté privé. Alors là, je ne peux pas ne pas t'en parler. J'ai appris, en potassant voilà, ton histoire, Mon Dieu. que tu as été l'amoureuse de Johnny Hallyday, tout de même. Oui, j'étais jeune. Ouais, jeune fille. Euh, C'était en 94. Tu avais 21 ans, lui un petit peu plus. Oui, on devait avoir 30 ans d'écart. Voilà. Mais j'ai été longtemps jeune attirée par les hommes plus âgés. T'as appris quoi, l'homme intime? L'humilité, la gentillesse. Alors là, si on a vraiment l'exemple de quelqu'un qui était un monstre sacré, avec un talent hors norme, c'est la gentillesse, l'accessibilité, l'humilité, la bienveillance, le partage, la générosité. Ils sont rares, les gens comme ça. Ils sont rares, les gens qui sont... On a beaucoup de clowns qui sont des gens qui se croient extrêmement puissants, extrêmement intéressants, qui méprisent les autres. La plus grande force que peut avoir un être humain, c'est d'être doté d'autant de belles choses et de rester pur, de rester simple. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. On dit que les plus grands sont comme ça, en général. Donc voilà, en tout cas, il en faisait partie. Votre histoire d'amour a duré quelques mois. Et puis en 2010, tu deviens maman, avec un autre homme, je précise. Maman d'un petit garçon, Andrea, qui est un ado aujourd'hui. Quel genre de maman tu es? Alors on devrait peut-être poser ça à Andrea. Il dirait sans doute exigeante, mais juste. On m'a souvent dit ça. Tu es juste. C'est important pour moi, la justesse, la justice. Oui, je pense être juste. Je suis une maman qui essaie de lui inculquer des valeurs qui pour moi sont essentielles pour bien grandir en tant qu'homme. Tu veux aussi qu'il soit le premier de la classe? J'aimerais, mais lui, il s'en fout. J'aimerais pour lui, et parce que des moments, je me dis que ça l'aidera pour d'autres choses. Et en même temps, c'est un enfant qui a une très belle personnalité, qui s'adapte à tout, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'humour. Il était indispensable que tu sois mère. Ça, c'était pas une volonté. J'ai toujours eu la conviction que je serais maman, mais je n'ai jamais voulu l'être. Quand je dis j'ai jamais voulu l'être, ça, voilà, j'ai pas choisi. Il t'arrivait comme ça? Ouais. En fait, on était très amoureux avec son papa, donc en réalité, il s'est pas posé. Enfin, la question s'est pas posée après de se dire
on le garde ou on le garde pas. Enfin, ça s'est fait naturellement. Ouais. Mais à aucun moment, je me suis dit, oh là là, il faut que je tombe enceinte. Ça y est, c'est l'heure, ça tourne. Non, j'ai toujours eu confiance dans la vie. Je me suis toujours dit, ça arrivera parce que ça doit arriver. Andrea avait quasiment le même âge que un certain Clément Rémiens, qui jouait le rôle de ton amoureux quand tu étais actrice dans Demain nous appartient, dans la série sur TF1. Tu incarnais une prof de sport, Clémentine Doucet, et tu tombais folle, éperdument amoureuse de ce garçon qui est ton élève. Toi, tu es mère, tu as un enfant de cet âge-là. Comment tu regardes justement cette histoire d'amour improbable qui aujourd'hui, à l'aune de ce que l'on vit, pourrait être montrée du doigt, critiquée? Si la question c'est est-ce que ça me plairait que mon fils, quand il a 17 ans, ait une histoire d'amour avec une femme de plus de 40, très honnêtement, je pense pas que ça me ferait plaisir. Sans doute parce que j'ai encore un certain nombre de croyances limitantes qui font que ça serait difficile pour moi. Et en même temps, réagir comme ça serait totalement idiot. Puisqu'en fait, une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Tu n'y pourrais rien de toute manière. Donc, la raison ferait que sans doute je me dirais ça. Je me dirais, mais ce qui est important, c'est qu'il soit heureux. Et c'est ça la réalité. Mais je pense que sur le coup, ça me ferait un choc quand même. Mais comment j'ai vécu cette histoire-là quand je l'ai jouée, j'ai surtout essayé d'y amener l'authenticité et la beauté d'une vraie histoire d'amour. J'ai pas jugé du tout mon personnage. Et j'étais très surprise de voir l'accueil du public par rapport à cette histoire. Bizarrement, les gens sont plus enclins à être bienveillants et compréhensifs, empathiques, quand il s'agit de quelque chose dont ils savent que c'est une histoire et de la fiction, que dans la réalité. Très juste. Je pense que si demain j'avais un amoureux qui avait 25 ans, on dirait non mais attends, ça ferait sans doute jaser beaucoup et ça critiquerait beaucoup. Ouais. Toujours en parlant de télé, comment tu as accueilli cette invitation de Danse avec les stars? Quand tu as dansé, tu avais 46 ans, je crois. Tu t'es dit quoi? En fait, j'y suis allée juste pour le challenge. Encore une fois. Pour le challenge et pour évoluer, j'ai eu besoin de travailler sur le lâcher-prise. Et d'ailleurs, il y a eu un avant et un après Danse avec les stars, d'un point de vue du lâcher-prise. Parce qu'en fait, quand on danse, surtout quand on danse à deux, on est obligé de faire confiance à l'autre. On est obligé de se laisser porter par l'autre, de le laisser vous guider. Moi, j'ai souvent été mon propre guide. On m'a rarement guidée. Peut-être aussi parce que je ne me suis pas laissée guider. Parce que j'aime bien avoir le lead, savoir là où je vais et prendre les chemins que j'ai envie de prendre sans qu'on me dise où je dois être et ce que je dois faire. Je suis un peu têtue. Ça, c'est pas forcément une qualité. Mais j'en ai eu très vite conscience. Donc, il y a eu un moment, je me suis dit, bon, ok, il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas mal, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut que tu travailles, sinon ça va t'emprisonner. Donc, j'y suis allée vraiment pour ça, pour me confronter à cette résistance face à l'autre, pour me confronter à parfois ce manque de confiance que je peux mettre dans l'autre, pour me confronter à l'acceptation du lead de l'autre. Et voilà, je l'ai fait que pour ça. Vraiment que pour ça.
Parce que sans doute que l'aventure est arrivée à un moment où j'étais prête à vivre ça. Et tu as réussi Ouais, globalement, j'ai réussi. à t'abandonner à l'autre? Oui, quand même, globalement, au fur et à mesure. Ouais. Parce que ce qui est fou, c'est qu'en fait, dans la danse, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que si votre tête est en résistance, votre corps est en résistance. C'est là où on comprend toute la beauté de la danse et à quel point, en tant que être, la tête et le reste du corps sont totalement connectés. Donc c'est une belle chance qui m'a été offerte à ce moment-là de me remettre en question sur cet aspect de ma personnalité. Et le lâcher-prise dont tu parles, il en est question justement avec ce livre qui vient de sortir. Tu es la voix des femmes, de toute une communauté de femmes qui te suit notamment sur les réseaux sociaux grâce à ta page Ménopause Attitude. Se dire que oui, le temps passe, oui, il se passe des choses, oui, notre corps se transforme. Et l'accepter, c'est aussi un lâcher-prise. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une période de vie comme d'autres qu'il faut accueillir, qu'il faut accepter, puisque c'est une période de vie par laquelle nous passons toutes. Après, ce que j'ai eu envie de raconter, et ce pourquoi je me suis engagée sur ce sujet-là, il y a déjà 3 ans, alors que personne n'en parlait, c'était que j'avais moi-même personnellement trouvé un certain nombre de clés et que très vite j'ai été effarée de voir à quel point on n'avait pas d'infos, à quel point les femmes sont abandonnées, délaissées, maltraitées durant cette période de vie. Je n'ai pas pu me résoudre au fait que la société veuille mettre les femmes de plus de 50 ans à l'écart. À un moment où elles ont acquis de l'expérience, où elles ont cette maturité, où elles ont traversé beaucoup d'épreuves, où elles se sont relevées. Quand on voit à quel point les femmes sont présentes dès leur plus jeune âge, dans tous les domaines de la vie, à quel point elles sont fortes en tant que femmes, en tant que mères, en tant qu'épouses, à quel point elles sont dévouées pour la plupart dans ce chemin de femme. Je dis, c'est juste pas possible en fait. En comprenant un certain nombre de choses sur cette période de vie, en comprenant que ça n'était certainement pas le début de la fin, mais comme je le dis souvent, la fin du début, j'ai estimé qu'il était de mon devoir, en tant que personne qui a une voix, que d'essayer de libérer la parole, de faire bouger les lignes, et de mettre en lumière un problème qui est existant et qui doit absolument être réparé. Mais n'empêche que je pense surtout, j'ai eu envie de redonner confiance aux femmes, parce qu'en fait, d'un point de vue, on a un certain nombre de croyances qui font qu'on a, depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que finalement, arrivé à un certain âge, bon voilà, c'était un peu la fin. On était sur le déclin. Le changement se fera toujours d'un point de vue individuel. L'inconscient individuel évolue plus vite que l'inconscient collectif. Donc pour qu'on arrive à changer le regard de la société sur ces femmes qui avancent dans l'âge, cela va venir de chaque femme. Et on ne peut pas demander à la société de changer les choses. Le changement doit d'abord venir de nous-mêmes. 500 000 femmes, tu le rappelles, hein, chaque année sont concernées. Plus de 14 millions de Françaises ménopausées. Et je ne sais pas si vous, qui nous écoutez, avez ressenti ça également, mais dire
que nous sommes des femmes ménopausées, c'était honteux, on ne le disait pas d'ailleurs. Et avec ce livre-là, on a l'impression finalement que le tabou se lève, et que ce n'était pas un gros mot, et que ça ne veut certainement pas dire que puisque nous ne pouvons plus enfanter, nous continuons d'être femmes, d'être désirables, d'être belles. C'est ça aussi. Ce qui pour moi est le plus gros message, c'est que j'habite un nouveau territoire. C'est pas moi qui suis foncièrement différente, mais il y a des choses que je peux plus faire tout à fait comme avant, et donc en fait c'est surtout ça que les femmes doivent comprendre. Moi c'est ça l'information qui m'a manqué. Parfois des femmes m'écrivent, elles me disent mais je comprends pas, j'ai pris 10 kilos, j'ai rien changé. Bah oui, c'est parce que vous avez rien changé que vous avez pris 10 kilos. C'est encore une période de vie comme toutes les autres, où on demande aux femmes, plus qu'on le demande aux hommes en général, c'est-à-dire de s'adapter, de trouver en soi la force de faire les choses un peu différemment. Oui, parce que les hommes grossissent aussi quand ils vieillissent, Bien sûr. Prennent des rides quand ils vieillissent, et pour autant, c'est plus facile de dire qu'un homme est beau en vieillissant qu'une femme. On l'entend encore énormément. Bien sûr, mais parce que on est encore dans une société où l'apparence physique a énormément d'importance et on est quand même beaucoup plus tolérant de manière générale avec les hommes qu'on l'est avec les femmes. C'est pas le regard de la société qui est très important, c'est vraiment le regard que chaque femme porte sur elle-même. J'ai envie de dire, peu importe si quelqu'un vous dit « Ah, tiens, putain, elle a pris cher ». En réalité, si vous vous sentez bien avec vous-même, si vous êtes bien dans votre corps, dans votre tête, et c'est pas parce que vous avez 5 ou 10 kilos en plus que vous devez vous sentir mal dans votre corps. En réalité, le regard des autres n'a absolument aucune importance et ne nous impacte pas à partir du moment où on se sent bien, où on a cette estime de soi. Donc c'est ça qui est le plus important en réalité. C'est pour ça que je dis que ce sont les femmes qui vont faire changer les choses. Parce que vous savez, le regard n'a d'importance que quand vous lui donnez prise. Un commentaire sur Instagram, il n'a d'importance que parce qu'il vous touche. Si vous êtes droit dans vos bottes, que vous savez qui vous êtes, que vous avez au maximum confiance en vous. Voilà, donc ce que je veux que les femmes comprennent, c'est que ça n'est pas cette période de vie qui impacte qui elles sont, font d'elles-mêmes. Et ce qui nous définit, c'est ce que l'on est profondément. C'est vraiment, on va dire, notre corps, ça reste une carapace en fait. Hein. Moi, je pense profondément que ce qu'on laisse dans ce monde, c'est pas ça, quoi. Ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est qu'en effet, tu partages ton avis, ton expérience de femme ménopausée, mais tu y ajoutes également voilà, des informations sur des régimes potentiels, sur le sport, les traitements hormonaux ou pas, les soins de la peau, les cheveux, et la baisse de libido aussi liée à cette période difficile pour les femmes. Et c'est très intéressant parce que c'est très déculpabilisant, en fait, ce livre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sujet de la baisse de libido n'est pas quelque chose qui touche toutes les femmes. Vous avez des femmes qui ont au contraire une libido beaucoup plus exacerbée à partir du moment de la ménopause. Ce que j'essaie surtout de montrer, c'est que tout ça n'est pas une fatalité. C'est pas quelque chose que l'on doit prendre comme tel et dire c'est comme ça et ça ne bougera plus. C'est ça la croyance limitante, c'est ça qui est totalement faux. Qu'est-ce qu'on en fait soi de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait soi? Ouais. Comment est-ce qu'on est accompagné? C'était important pour moi d'apporter aux femmes cette légitimité d'un point de vue de l'information, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les mêmes symptômes, on ne le vit pas tout de la même manière. Donc moi, je ne suis qu'une parmi tant d'autres. Donc j'ai beaucoup de professionnels de santé
qui m'ont accompagnée dans l'écriture de ce livre, parce que le partage d'expérience, il est sympa, mais ce qui est important, ce sont des outils concrets. Et je ne pouvais pas ne pas terminer par le fait qu'à 50 ans, tu as incarné le rôle de Denise Lassène, qui est la grande patronne des clubs libertins à Paris, qui est une femme, j'allais dire, qui brille dans ce milieu justement de la séduction, du désir, du regard de l'homme, du regard de la femme. Ça donne aussi de l'espoir à toutes ces femmes qui à un moment se disent « je suis transparente, je n'existe plus ». Toi, tu as la gageure d'endosser ce rôle-là comme un pied de nez finalement à toutes celles et ceux qui veulent te dire t'es bonne à mettre à la poubelle. J'ai accepté ce rôle qui reste un petit rôle, fort, mais un petit rôle, parce que j'avais envie justement de montrer une femme puisqu'au moment où je l'ai joué, j'avais presque 50 ans. Mais ce que c'est qu'une femme de 50 ans. À quel point une femme de 50 ans peut être belle, peut être désirable, peut être séduisante, peut être intelligente, peut être puissante. Pour moi, c'était important. Et de la même manière que la première fois que j'ai vraiment parlé de la ménopause sur mon compte perso, j'ai mis une photo de moi, on va dire assez légèrement vêtue. On ne voyait pas grand-chose, mais on voyait quand même un certain nombre de choses. Et cette photo était assez, on va dire, je pense que sur cette photo, j'étais assez séduisante. Et j'ai écrit ceci est de l'image d'une femme ménopausée. C'était pour faire comprendre qu'en réalité, si cette photo-là, je la mets et que je ne mets pas ménopausée, qui le sait? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on le dit, le regard change. Et pendant un petit moment, alors ça, c'est assez étrange, je me suis dit, j'aurais pu le même pouvoir de séduction que j'avais. Peut-être qu'on me proposera moins de rôles. Je me suis posé la question. L'envie d'aller contre ça a été plus forte que les interrogations que je pouvais avoir. J'ai toujours estimé que j'en tirais plus de bénéfices que de ne pas en parler. Mais étrangement, je constate que malgré ce conte, malgré le fait d'en parler ouvertement, rien n'a changé. Donc je pense que c'est là où je dis que les femmes doivent aussi peut-être modifier leur système de pensée parce qu'elles croient que ça va changer des choses, même parfois auprès des hommes. Alors qu'en réalité, ce que j'ai compris en discutant avec des hommes, c'est que les hommes n'ont pas de problème avec le fait qu'une femme soit ménopausée. Sauf si vous rencontrez un homme et qu'il a envie d'avoir un enfant, et que vous n'êtes plus en mesure d'en faire. Bon, là, donc, ok. Mais sinon, en fait, les hommes, souvent, ils déplorent le fait, et ça, ce sont les femmes qui se mettent elles-mêmes dans cette situation-là. Parfois, les femmes, à partir de ce moment-là, comme on leur a toujours dit que finalement, c'était un peu le début de la fin, elles se laissent aller. Et un homme, souvent, ce qui lui pose problème, c'est que son époux, son amoureuse, se laisse aller d'un seul coup. Et le message que je retiens, c'est que nous avons le pouvoir aussi de vivre ces années-là le mieux possible et de nous rendre aussi, nous, hommage et de nous aimer aussi enfin. En fait. C'est ça. C'est une belle opportunité si on accepte ce chemin-là que de rester en bonne santé. C'est de garder de la vitalité. Si on prend le bon tournant, finalement, on joue en faveur du temps qui passe, on joue en faveur de sa santé. Et ce qui est très important, c'est évidemment c'est de vieillir en étant en bonne santé. Et ne pas être malade, ça n'est pas être en bonne santé. Bien vieillir.
Voilà. Ton mot préféré, un mot. Empathie. Celui que tu détestes. Restriction. Ton gros mot préféré. Ménopause. Non, c'est pas un gros mot. C'est un mot sacré. Oui. Je sais pas. J'en dis pas beaucoup de gros mots en fait. Ah oui? Non. Bordel, Ouais. fais chier, fais chier, Tu vois, en grattant un peu. fais chier. Fais chier, bordel. Voilà. Et puisque nous parlons du temps qui passe, comment accueilles-tu celle que tu deviens après avoir été une petite fille, une reine de beauté, mannequin? J'essaie de l'accueillir avec bienveillance. J'ai le sentiment que le chemin est long encore. Je voudrais pas partir trop vite. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Et puisque tu as eu la générosité de te livrer autant, je voulais savoir comment tu te sens là. Bien, apaisée, calme. Je suis contente d'avoir d'avoir eu l'opportunité de me montrer telle que je suis. Merci infiniment. Et alors, Merci. vous... Moi, j'ai dit tu déjà. Je crois que ça y est, ça s'est fait hein, naturellement. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et sachez que désormais, vous pouvez soutenir votre chaîne Entre vous et moi en versant un don. Le lien de la cagnotte est en ligne dans la description sous la vidéo. Mais évidemment, continuez de vous abonner et de laisser un like, un petit commentaire. Toutes nos émissions sont également disponibles en podcast sur vos plateformes préférées.